On n'est pas encore complètement en ligne. Enfin, si, on est en ligne, mais on attend encore un peu de monde, donc on va commencer dans quelques minutes. Allez, encore une petite minute pour attendre les retardataires. Et puis, on va commencer pour profiter pleinement de cette heure qui nous est offerte. Ok, cette petite minute de répit, elle est terminée, donc maintenant je vous propose qu'on commence. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont en ligne pour ce nouvel événement organisé par CXLAC, mais cette fois-ci pas que. Nous avons la chance d'avoir organisé ce webinaire avec Satisfactory, qui est un de nos partenaires. Et on est ravis d'accueillir Bertrand aujourd'hui avec nous. Il va donc co-animer, bien évidemment, avec moi. Et avant que je laisse la parole à nos intervenants qui vont se présenter, donc Bertrand que je viens de présenter, puis Laetitia et Elisabeth, qui sont nos guests aujourd'hui, nos invités, qui sont personnes que nous recevons de la société Logista Home-Tech. Alors, sans plus attendre, moi je ne vais pas paraphraser, je vais les laisser se présenter, elles le feront bien mieux que moi. Je les laisse. Bertrand, je te laisse te présenter, tu laisses l'honneur à ces dames, comment faisons-nous? Laissons l'honneur à ces dames à ce moment-là. Alors, allons-y, allez. Laetitia, tu commences? Ouais, merci Bertrand pour la galanterie. Donc Laetitia Odo, donc je suis la DRH du groupe Logista Home-Tech et j'ai en charge donc l'expérience collaborateur au sein du groupe. Pour situer le groupe, donc nous sommes un groupe national spécialiste dans la maintenance de l'habitat pour les professionnels et les particuliers. Donc on représente à peu près 1400 collaborateurs sur le territoire national. Plus simplement, donc nous intervenons auprès de bailleurs privés et de bailleurs sociaux avec une offre de services en matière de chauffage, plomberie, climatisation, salle de bain, travaux de rénovation. Le siège social est situé donc dans le Pas-de-Calais sur Arras. Voilà. Donc, je laisse la parole à Elisabeth. Oui, alors Elisabeth Delebas, moi je suis la directrice performance expérience client chez Logista Home-Tech.
Merci à Françoise d'avoir organisé l'événement. Alors moi, c'est Bertrand Christophe, donc cofondateur de Satisfactory, qui existe depuis 12 ans maintenant. Alors Satisfactory, on édite un logiciel qui permet de collecter et analyser la voix du client et la voix des collaborateurs. Voilà, on est une société d'une trentaine de personnes basées à Paris, et on travaille avec une cinquantaine de grands comptes dans différents secteurs, comme voilà, SNCF, Enedis, Auchan, le groupe Barrière, et voilà, plein d'autres clients. Donc ravi d'être avec vous aujourd'hui. Bon, écoutez, merci infiniment. Ravi également d'accueillir ces 4 personnes, enfin ces 3 personnes qui nous sont très chères. Alors, sans plus attendre, CX Lab, nous sommes experts en expérience client, mais pas que. On est aussi experts en expérience collaborateur. Et on n'avait jamais pris le temps, on n'avait pas eu l'opportunité de faire un événement dans lequel on pouvait mixer les 2 sujets. Donc, on avait des événements et on a une offre aussi sur l'expérience client. On avait aussi un événement sur l'expérience collaborateur, mais on n'avait pas eu l'opportunité d'en parler ensemble. Alors, cette opportunité, elle nous est donnée grâce au groupe Logista Home-Tech, avec qui on a travaillé récemment et qui nous a, par sa maturité et son engagement, amené à les conseiller sur cette double expérience, voire même plus, parce qu'en fait, autour de cette table, il manque 2 acteurs principaux de Logista. Il manque Marie qui est en charge de la communication et de la responsabilité sociétale de l'entreprise, donc chez Logista. Et puis, il manque aussi Philippe, qui est le DG du groupe. Et donc, ils ont été très ambitieux, ils ont voulu aller beaucoup plus loin et construire une stratégie basée sur un engagement business très important et qui allait se reposer sur 5 piliers. Alors, ces 5 piliers, ce sont les leurs, donc je ne vais pas en parler, mais pour autant, on va parler de ceux qui sont aujourd'hui importants pour nous, ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais on n'en parle pas parce que les acteurs ne sont pas là, l'expérience client et l'expérience collaborateur. Donc, on a travaillé ensemble avec une stratégie qui repose sur plusieurs éléments clés. D'abord, une méthode commune en miroir. Un engagement extrêmement fort de la direction générale, je l'ai dit. Donc, le directeur général et le président du groupe ont été là lors de toutes les grandes étapes pour nous aider à comprendre leur ambition, valider où nous allions et valider toutes les pistes de propositions, toutes les propositions qu'on pouvait faire. Ensuite, on va dire que les ingrédients clés du succès de cette construction stratégie miroir ont été aussi la collaboration, alors vous le voyez, entre Elisabeth et Laetitia, mais aussi un travail très pointu sur la connaissance de qui ils sont et quelle est l'expérience qu'ils voulaient faire vivre. Enfin, le groupe a donné les moyens, non seulement à la société, mais aux acteurs, de lancer cette stratégie. Et puis enfin, les moyens aussi d'écouter à la fois le client et les collaborateurs. Donc tout ça, c'est vraiment je dirais que tout ça, un des ingrédients clés, c'est la maturité, le courage, l'envie, l'engagement. Après, les moyens, etc., bien sûr, c'est un plus. Donc, on a travaillé, la première chose que nous avons fait, c'est nous avons écouté, collecté la voix du client et collecté la voix du collaborateur pour être certain que les pistes qu'on allait élaborer et les engagements que nous allions créer étaient bien conformes à ce que voulaient faire vivre les clients et vivre les collaborateurs. Donc, je vais m'arrêter là. On va avoir des exemples très concrets dans les interviews que nous allons mener avec Laetitia et Elisabeth. Mais sans plus attendre, je vais laisser la parole à Bertrand pour qu'il nous explique comment on construit cette première pierre d'un dispositif expérientiel autour de la collecte de la voix client et collaborateur. Bertrand, je te laisse nous présenter ça. Merci Françoise. Alors c'est vrai que si on regarde l'approche expérience client, on observe quand même une maturité croissante avec envie de
définir les parcours, bien comprendre les différents moments clés qui vont composer la vie du client, et du coup d'adapter les outils de mesure par rapport à ça. Donc évidemment des degrés de maturité différents en fonction des secteurs, mais en tout cas on voit voilà, l'approche des parcours, l'optimisation des parcours de l'écoute, c'est des choses qui bougent quand même depuis 10-15 ans. Alors quand on regarde l'approche expérience collaborateur, là on voit qu'il y a pas tout à fait le même degré en général de maturité. On peut avoir des approches très classiques d'écoute où les entreprises font voilà, une enquête collaborateur une fois par an, recueillent les résultats et déterminent un plan d'action pour l'année prochaine, et on se donne rendez-vous pour le baromètre dans un an. À côté de ça, on voit fleurir ces derniers temps des outils un peu plus tournés vers le recueil à chaud. Alors par exemple, on a tous en tête les entreprises qui proposent via un intranet les baromètres d'humeur. Donc je suis collaborateur, je me connecte le matin et je peux indiquer comment je me sens. Voilà, donc ça a le mérite d'exister. Nous, on trouve que voilà, toutes ces approches à la fois classiques et uniquement basées sur des outils sont un peu limitées. Et elles sont un peu limitées dans un contexte où il y a des enjeux forts sur l'expérience collaborateur. Alors, le premier enjeu, c'est la prise de conscience qu'on ne peut pas délivrer une expérience client au top, optimale, sans avoir une approche orientée bien-être collaborateur, expérience collaborateur. Les deux vont de pair. Le deuxième élément, c'est évidemment le contexte actuel qui fait que la pandémie, l'essor du télétravail font qu'il y a des problématiques, des nouvelles problématiques qui sont posées pour encadrer ou en tout cas mesurer l'expérience collaborateur. Et donc ces deux enjeux font que avec CX Lab, on pense qu'il y a une nouvelle approche à apporter sur la partie expérience collaborateur qui doit se baser en fait sur les bénéfices de tout ce qu'on a pu apprendre sur la partie client. L'approche qu'on propose, elle est extrêmement simple. Hein. C'est déjà d'être capable de collecter sur les moments clés la voix client et collaborateur, de pouvoir l'analyser facilement, de pouvoir partager cette voix. On voit encore beaucoup d'organisations où finalement on a certains services, alors soit RH, soit expérience client, qui s'accaparent les données, mais ont du mal à partager. Et le partage, ça veut dire aussi mettre à disposition les bons indicateurs aux bons services, ce qui est pas facile à faire. Et du coup, cette démarche d'écoute en continu, elle permet de mettre en place une boucle d'amélioration en continu. Et ça aussi, ça pose pas mal d'enjeux en général dans les organisations. Alors, si on regarde comment ça se traduit directement sur notre plateforme, hein, la plateforme de Satisfactory. Donc là, par exemple, on voit un parcours client avec différents moments clés. Alors là, on a un parcours plutôt dans la banque, mais ça pourrait être autre chose. Donc on a des moments clés, hein, début de contrat, échange avec les conseillers, je me connecte à un espace client, j'ai des contacts humains avec le service client et j'ai une réclamation. Donc là, je me place d'un point de vue client, et donc ces moments clés vont composer ma vie de client. L'idée en tout cas, la démarche qu'on propose, c'est de pouvoir justement capter la voix des clients lors de ces différents moments de vie avec l'entreprise, et être capable le plus en temps réel possible de pouvoir dire qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui va pas sur mon parcours. Donc là, par exemple, si on fait un focus sur le service client, donc le client a eu un contact, soit par mail, soit par chat, par voie téléphonique, et on a déclenché une enquête juste après cette interaction. Et le système permet d'identifier, par exemple, qu'il y a une problématique spécifique sur le temps d'attente. Donc on a énormément de calculs derrière sur la période d'analyse. Est-ce que le temps d'attente est calculé comme étant un indicateur important dans la satisfaction globale ou dans le NPS, hein, tout dépend des indicateurs clés qu'on regarde. Et avec d'autres indicateurs, on est capable de dire attention, il y a une zone de vigilance sur le temps d'attente. A contrario, on voit que sur la réponse à la demande,
là, les indicateurs sont plutôt au vert et on est plus dans une démarche de conserver cet indicateur au vert et de se concentrer du coup sur le temps d'attente. L'idée en fait derrière, c'est d'avoir ce qu'on pense avec CX Lab, c'est d'avoir une démarche miroir sur la partie collaborateur. Et au lieu soit de se limiter à une enquête collaborateur par an, ou alors de se reposer uniquement sur un outil qui permet de mesurer l'humeur des collaborateurs avec très peu de données, in fine, sur ce genre de méthodo. L'idée, c'est de pouvoir se dire, finalement, il y a sur le parcours collaborateur, il y a aussi des moments clés qui sont très importants. Il y a toute la phase de recrutement, il y a les premières semaines, les premiers mois où j'arrive dans l'entreprise, je prends mon poste, j'interagis avec des nouveaux collaborateurs, j'appréhende les enjeux du poste. Ensuite, il va y avoir tous les événements. Alors, en fonction des entreprises, les entretiens avec mon manager qui sont à des fréquences, qui peuvent être mensuelles, trimestrielles ou annuelles en général. Les changements de poste, qui sont aussi évidemment des moments super importants, et puis des formations. Donc, l'idée, c'est de pouvoir bien identifier ces moments clés et de pouvoir justement aller capter la voix des collaborateurs à la suite de ces événements pour pouvoir avoir une approche le plus à chaud possible et avoir des axes d'amélioration sur cette partie-là. Donc là, par exemple, c'est un exemple pour colorer un peu le propos, mais voilà, on voit que là, par exemple, si on regarde sur changement de poste, on a un point en rouge sur l'intégration dans l'équipe. Par contre, j'ai un point en vert sur les compétences, donc l'adéquation des compétences avec les besoins du poste. Donc voilà comment on peut illustrer l'approche miroir. Alors évidemment, tout est à adapter en fonction du secteur dans lequel on se trouve. Mais en tout cas, les premiers événements, en tout cas les premiers cas clients qu'on a sont super intéressants et permettent aussi, et c'est ce que va illustrer aujourd'hui les propos d'Elisabeth et de Laetitia, la collaboration entre les équipes RH et expérience client peuvent donner des choses très intéressantes et on va en parler juste après. Super, merci beaucoup Bertrand de cette présentation, de ce témoignage. Alors, en effet, tous les deux, nous partageons une conviction et Logista aussi, qui est qu'il n'y a pas d'expérience client sans expérience collaborateur. Du moins, elle est nettement facilitée, elle est beaucoup plus positive. On est dans une stratégie qui va favoriser le sens donné à l'action. Le collaborateur sait, donc ça permet aussi d'éviter de la surqualité ou de la sous-qualité. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est plus fluide, plus intéressant pour le collaborateur et qui est en mode bénéfice pour le client. Alors, c'est aussi important de savoir que c'est ce que fait Bertrand. Ces enquêtes miroirs permettent aussi d'ajuster parce que on a souvent tendance, nous on le voit, et vous allez voir les témoignages de Laetitia sur ce sujet, on voit souvent des certitudes dans les entreprises, que ce soit côté client ou côté collaborateur. Et puis en fait, on s'aperçoit que quand on fait des analyses, alors, on est souvent à la hauteur du trait, mais de temps en temps, on se trompe. Donc, si on veut éviter de perdre son temps et son efficacité, il vaut mieux faire ses écoutes miroirs. Donc, on a dit écoute, on a dit sens, on a dit vraiment expérience client, expérience collaborateur, même combat, on a dit même méthode. Alors, on a dit que maintenant, on allait voir si ça marche. Donc, c'est maintenant la parole à… Parce que alors nous, avec, bien sûr, Bertrand, on peut vous dire tout ce qu'on veut, mais je pense que faire confiance à des clients qui ont mis ça en place, des sociétés qui l'ont fait, c'est nettement mieux. Alors, est-ce que ça marche? Donc, Laetitia, Elisabeth, à vous maintenant de nous le dire. Avant de commencer sur « ça marche », c'était quoi vos enjeux chez Logista, mesdames? C'était quoi? Je vais commencer. Donc, Laetitia et moi-même, on a la chance d'appartenir au groupe Logista Home-Tech, qui est un groupe qui est actuellement en pleine croissance, en plein essor, avec des objectifs extrêmement ambitieux en termes de développement.
On est en train de passer des caps. On se déploie aujourd'hui nationalement et non plus simplement régionalement. Et durant le premier confinement, notre direction générale a pris le temps de réfléchir de façon très approfondie sur la politique générale de l'entreprise et a décidé d'intégrer de manière très officielle les 2 piliers que sont donc l'expérience client et l'expérience collaborateur. Donc, on est vraiment sur des enjeux qui sont liés au business et au développement de l'entreprise. Tout à fait. Pour compléter ce qu'a dit Elisabeth, et comme elle l'a évoqué précédemment, effectivement, nous sommes sur un rayonnement national et non plus régional. Donc, forcément, et comme beaucoup d'entreprises, on fait face à des enjeux de plus en plus présents, que sont le recrutement, la fidélisation et l'attractivité de la marque employeur. Je pense que c'est une préoccupation majeure de beaucoup d'entreprises. Donc, ce sont des sujets sur lesquels on avait commencé à engager une véritable réflexion il y a de ça à peu près 2 ans et qui est d'autant plus fort aujourd'hui que nous vivons effectivement une période de développement du groupe. Donc, le fait d'intégrer l'expérience collaborateur comme un domaine d'expertise qui fait partie d'un des piliers effectivement de notre projet d'entreprise pour répondre à ce projet d'entreprise. Donc, forcément, ça devenait pour nous évident. Donc, il nous fallait structurer la démarche, il fallait donner du sens à tout ça avec un ingrédient qui était indispensable pour nous, c'était d'associer les collaborateurs au projet d'entreprise de manière dynamique, de manière concrète. Il fallait absolument que ces collaborateurs deviennent acteurs à part entière pour répondre véritablement au projet de l'entreprise. Donc, je voudrais rajouter aussi que ce projet, cette approche globale ne peut marcher, bien évidemment, et ça, c'est très important, que si la direction générale est partie prenante et surtout à l'initiative de la démarche. Il faut absolument que la direction générale porte pleinement le projet et cela sans ambiguïté pour nous en tout cas. Ok, au moins c'est clairement dit, les conditions de mise en œuvre sont clairement précisées. Alors, des enjeux de croissance, des enjeux de recrutement, etc. Donc, on a, enfin, je veux dire non, quelle modestie. On a travaillé ensemble il y a quelques mois, donc c'est tout chaud, hein, ça sort du four. Pour autant, ça a pris du temps. Hein. On a commencé à travailler dès septembre avec le DG qui a été très très acteur, vous deux. Ça y est, les engagements sont là, ils sortent du four, clients, collaborateurs. Alors, je vous pose quand même la question de bénéfices immédiats. Quels ont été les bénéfices immédiats, s'il y en a? Et sinon, quels sont les bénéfices attendus? Alors, le premier bénéfice, et ça c'est indéniable, c'est tout le monde va dans le même sens. Et on sait pourquoi on y va. Donc, ça, c'est déjà important. C'est véritablement un outil de collaboration qui facilite à la fois les échanges. En fait, on se soutient, on s'interroge, on se conseille, on réfléchit. Et le fait de travailler avec Elisabeth, main dans la main, apporte également tout ça. Donc, ça donne vraiment de la cohérence au projet. Et ça, c'est important. Les liens se font naturellement en plus entre les 2 domaines d'expertise. Donc, c'est vrai que c'est tout nouveau pour moi. Et entre ces 2 disciplines que sont l'expérience client, l'expérience collaborateur, ça permet plus facilement aussi d'emporter, si je peux dire, l'adhésion de l'ensemble des collaborateurs. Donc, pour exemple, effectivement, on a mené de front pour le coup, une enquête client et une enquête collaborateur. Donc, à cela, donc, les résultats ont été présentés de manière conjointe par Elisabeth et moi-même à la communauté managériale en fait du groupe. Donc, ça a permis de faire également plus facilement le lien entre ces 2 domaines d'expertise en plus et d'avoir vraiment une vision globale et interactive du projet. Donc, il s'agissait aussi je dirais de prendre conscience que ces 2 disciplines forcément se mettaient en place de la même façon et voilà, et ça permet d'apporter cette cohérence dans la démarche. Oui, c'est vrai, ça nous a beaucoup aidé de travailler en binôme comme ça, d'avoir cette approche globale, notamment sur la communication. Ce sont quand même des disciplines nouvelles que l'on met en place dans l'entreprise. Le fait d'être à 2, d'intervenir très souvent en binôme,
c'est quand même un confort parce qu'en fait, on se sent rassuré, on peut s'appuyer l'une sur l'autre, on se soutient, voilà. Et du coup, on est beaucoup plus rassuré et on est beaucoup plus convaincante dans les messages que l'on fait passer auprès de nos collègues ou de nos collaborateurs. On est aussi beaucoup plus crédible puisque finalement, toutes les deux, chacun dans notre partie, on distribue les mêmes messages, les mêmes méthodes, la même façon de travailler. Donc, ça finit par, voilà, bien entrer dans le cerveau des personnes. On arrive à avoir beaucoup plus d'adhésion. Il n'y a pas d'incohérence entre ce que Laetitia explique et ce que moi j'explique. Ils font bien les parallèles entre les deux disciplines. Et puis, on sent qu'ils commencent aussi à... On les emmène avec nous. Ouais, c'est ça. On sent qu'ils apprennent de mieux en mieux aussi les termes, là, la sémantique liée à ces deux disciplines. Donc, voilà, on est quand même beaucoup plus forte en fait à deux, d'intervenir à deux que d'intervenir toute seule. En plus, ça permet du coup de faire un lien entre les deux disciplines et de les rattacher à la politique générale. Et ça, on a sans arrêt fait ce lien rattaché à la politique générale pour que ça s'inscrive bien dans un projet global d'entreprise. Donc, c'est vraiment beaucoup plus confortable d'être à deux, surtout au démarrage comme ça. Ça nous permet quand même de nous appuyer l'une sur l'autre. C'est quand même un vrai soutien. Donc, c'était très intéressant de travailler. On a fait beaucoup d'interventions en binôme et ça, je pense que ça a apporté beaucoup, aussi bien à nous qu'aux personnes qui recevaient l'information. En termes de communication. C'est très clair. On a envie de vous demander, alors on a compris que le processus était un peu au démarrage. Est-ce que vous avez pu constater des premières réalisations, en tout cas, voilà, partager? Est-ce que vous pouvez nous partager des premiers retours? Donc là, on a vu l'aspect méthodo et collaboration, mais voilà, est-ce qu'il y a des premiers résultats que vous voulez partager? Tout à fait, oui. C'est vrai qu'on est au démarrage de la mise en œuvre de ces stratégies au sein de l'entreprise. Pour ce qui concerne l'expérience client, j'ai commencé à travailler sur la diffusion de la culture client en travaillant sur les engagements clients. Donc, les engagements clients et surtout comment les traduire en objectifs opérationnels pour que ça devienne vraiment du concret. Alors, pour l'instant, j'en suis à l'étape du COMEX et puis on descendra sur les strates intérieures par la suite. Ça a été très apprécié parce que ça a permis à mes collègues de concrétiser, quoi. On sort de la théorie et on traduit vraiment en objectifs, en action. Voilà ce que ça va être, comment je m'engage et ce que je fais pour m'engager sur tel et tel point. Donc ça, c'est un travail qui a été fait, qu'on a fait en collaboration, Laetitia et moi, où on a rencontré à deux chacun des collaborateurs du COMEX pour aller dans les échanges, discuter de leur métier et identifier pour chacun d'entre eux comment ils pouvaient contribuer aux engagements clients et contribuer aux engagements collaborateurs. Et ça a été fortement apprécié parce que justement, ça leur a permis d'éclairer et de ne pas rester sur de la théorie ou sur des grandes phrases. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place là, il y a quelques semaines, donc sur le déploiement, pour aider au déploiement de la culture client et de la culture collaborateur au sein du groupe. Et puis, pour ce qui concerne l'écoute de nos clients, la voix à récupérer les feedbacks et la voix du client. Nous, dans le groupe, on a 3 cibles différentes en termes de clients. On a notre client bailleur, on a notre client utilisateur qui est le locataire et on a notre client particulier. Donc, il faut s'adapter à ces 3 clients-là. Donc, il y a eu des enquêtes téléphoniques qui ont été réalisées pour récupérer les feedbacks de nos clients bailleurs et ces enquêtes ont permis d'identifier 3 chantiers sur lesquels on a décidé d'investir des ressources et de l'énergie pour améliorer les choses. Et puis, on a lancé aussi des enquêtes auprès de nos clients utilisateurs, donc nos locataires, pour savoir comment ils évaluaient notre prestation. Sur ces enquêtes-là, il y a à peu près 5 agences qui participent à un test complet, c'est-à-dire qu'ils reçoivent également tous les retours d'enquête et sur les enquêtes dont les notes ne sont pas satisfaisantes, ils vont aller réparer le dysfonctionnement, donc ils vont jusqu'au bout. Et ça se met en place tout doucement, il faut intégrer ça dans le quotidien, ça commence à s'organiser. Pas plus tard que la semaine dernière, du coup, on a lancé une opération récompense, puisqu'on a réussi à identifier les techniciens les plus qualitatifs, et donc ils ont été récompensés la semaine dernière.
par leur responsable d'agence, avec un petit cadeau, un petit mot manuscrit de la part de la direction expérience client. Voilà, et ça s'est super bien passé. J'ai reçu des photos, ils sont contents, ça leur plaît bien. Voilà, donc j'espère que tout ça, ça va donner. Et puis on va du coup déployer ça sur la totalité de nos agences. On en a 52. Bon, j'y vais progressivement parce que je prends la peine d'aller visiter les agences. Hein, c'est-à-dire, je ne contente pas de les appeler ou d'envoyer des mails ou des visios. Je vais les voir, je vais faire un peu d'évangélisation, je leur explique, je leur montre les outils. Voilà, je partage un peu tout ce qui se fait, les remontées positives aussi, c'est important. Donc, on envoie régulièrement les remontées positives. On discute autour des avis de nos locataires. Et c'est amusant de voir à quel point nos techniciens sont flattés lorsque des locataires les trouvent très professionnels, très polis, très. Et donc on s'appuie aussi beaucoup sur les avis positifs. J'ai d'ailleurs préféré démarrer par les avis positifs. On a démarré le travail en diffusant d'abord les avis positifs avant d'aller jusqu'à la réparation des avis négatifs. Voilà, il faudrait commencer comme ça. Voilà, et je dirais que je commence à sentir que ça commence à être. Les gens s'intéressent, ils veulent commencent à avoir envie de savoir quel est leur taux de satisfaction, leur NPS. Donc, ce sont des indicateurs nouveaux chez nous, puisqu'on est dans le bâtiment. Hein, donc, c'est ça, NPS. C'est pas. Nous, on va parler plutôt de taux de visite d'entretien, de taux de retour. Donc là, c'est des nouveaux indicateurs, mais bon, ça commence à être intégré et j'ai quelques questions maintenant sur leur CSAT et le comparatif. Je pense qu'on est en bonne voie. Ouais, on est en bonne voie. Et puis, dernier point, j'ai remis un petit peu au goût du jour un outil CRM que l'on avait qui n'était pas exploité, qui est un outil qui permet d'être alimenté par toutes les remontées que l'on peut avoir sur nos clients bailleurs. Aujourd'hui, on a des remontées, des retours, au-delà des enquêtes, hein, lors de réunions, lors de rencontres informelles, lors d'un repas, lors d'un congrès. Et ces retours, ces feedbacks étaient un petit peu dispersés, pas centralisés, donc pas toujours disponibles au moment où on en avait besoin. Donc là, on est en train de rééduquer un petit peu tout le monde pour les obliger à renseigner les retours qu'on peut avoir, les réactions, les remontées qu'on peut avoir d'un client, ce qui permet, avant d'aller à une réunion ou à une rencontre, de jeter un petit coup d'œil et de savoir si le client récemment était satisfait ou pas satisfait, s'il s'est passé quelque chose, et donc d'ajuster évidemment le comportement et le discours et les actions à ce client-là. Donc voilà où on en est pour l'instant. Tout à fait. Et alors pour compléter un peu, et notamment sur l'expérience collaborateur, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, on a lancé des opérations d'écoute ou enquête donc de manière conjointe. C'est vrai que, alors c'était au niveau de l'expérience collaborateur, en tous les cas, une première. C'était vraiment inédit dans le groupe. Donc on existe depuis 1994. Donc, il était primordial, en fait, pour nous de ne pas se tromper de combat. En fait, alors on l'a fait en février. Hein, on a mené l'enquête en février. C'était peut-être pas aussi une période. Voilà, on sortait du confinement. Enfin voilà. Donc, mais il fallait pour nous, de toute façon, c'était un challenge qui était important de relever parce que cette étape de collecte de données était vraiment un réel enjeu. Parce qu'il nous fallait comprendre plus facilement, plus rapidement, que ce soit nos clients, nos collaborateurs. Et tout ça, ça nous permet effectivement de mener et de s'engager sur la mise en place d'actions concrètes qui feront forcément écho aux remarques et aux recommandations qu'on a pu effectivement récupérer au travers de ces enquêtes. Donc, c'était vraiment très important. Et comme l'a souligné Françoise tout à l'heure, effectivement, donc concernant les collaborateurs, on aura pu commencer par travailler sur le parcours du collaborateur. Moi, j'étais persuadée que l'intégration, c'était pas top chez nous et que ça pouvait être un axe prioritaire. En fait, l'enquête a fini par mettre en évidence que c'était absolument pas une priorité. Et on a tous, effectivement, on s'est tous regardés autour de la table en disant effectivement, on serait parti sur des actions à ce niveau-là qui n'étaient pas forcément prioritaires. Donc voilà. Et pour rebondir ce que disait Bertrand de manière rapide, effectivement, ces enquêtes-là, il faut en faire quelque chose.
Et c'est vrai que là, on a communiqué à la fois sur notre communauté managériale, sur le résultat de l'enquête. On est passé par les instances représentatives du personnel aussi, c'était important. Donc, on a fait un retour sur ces enquêtes. Et là, effectivement, on va déployer au niveau de notre site internet interne, donc au niveau de l'ensemble des salariés, parce que je pense que c'est important. Ils ont été investis et engagés dans le fait de répondre à ces questions. C'est grâce à eux qu'on a eu un certain nombre d'informations très intéressantes. Et je pense que la moindre des choses pour qu'on puisse effectivement faire participer l'ensemble des collaborateurs, c'est de leur faire ce retour-là. Donc, je rejoins Bertrand tout à l'heure, il faut pas les garder pour nous. Il faut vraiment les partager pour qu'ensemble, on puisse mettre en place des actions concrètes. Enjeu de transformation, c'est clair. On a envie de vous demander là, du coup, est-ce que vous avez pu identifier des premiers irritants sur la partie expérience client? Est-ce que certains irritants, on peut avoir peut-être un lien avec une problématique RH? Voilà. Parce que c'est vrai que les deux mesures ensemble, enfin, en tout cas en parallèle, ça paraît facile, mais c'est pas facile à faire. Mais surtout après, est-ce que on peut faire des liens entre les deux, et est-ce que du coup votre collaboration a permis de commencer à travailler sur des premiers plans d'action? Alors oui, effectivement, on a identifié au travers des enquêtes téléphoniques qui ont été réalisées auprès de nos clients bailleurs, on a identifié 3 chantiers importants sur lesquels travailler, et notamment un de ces chantiers concernait notre centre de relations clients, dont les performances n'étaient pas satisfaisantes. Et c'est un retour qui a été fait par la majorité, la quasi-totalité de nos clients lors de l'enquête téléphonique. Et on a de ce fait immédiatement déployé des ressources pour apporter une solution à ce retour-là. Et les ressources étaient principalement des ressources humaines, puisqu'il a été question de revoir la façon de recruter, de revoir aussi comment le former, et surtout comment de mettre en place des actions de fidélisation. Et donc là, c'est un projet qui est déjà bien abouti, on a bien avancé, et qui était donc principalement lié effectivement à la réponse était principalement une réponse humaine, de ressources humaines. Ouais. Tout à fait. Sur ce sujet-là, pardon. Ouais. On a pu également, je pense, pour compléter, constater que la satisfaction du client, en fait, elle passait aussi par l'engagement des collaborateurs. Au niveau des enquêtes, donc les clients ont mis en évidence quand même que nous avions des collaborateurs qui étaient engagés, qui étaient investis, l'ont reconnu. Voilà, nos collaborateurs ont ce sens du service. Et je pense que naturellement, ça a contribué aussi, bien évidemment, à attribuer une meilleure note de recommandation, et donc forcément un meilleur NPS. Donc je pense que voilà, les deux domaines sont véritablement liés. Ça, c'est certain, parce que certains des clients qui ont été interrogés par téléphone se sont montrés beaucoup plus conciliants, parce que la relation humaine était une relation humaine de grande qualité, et ils ressentaient beaucoup d'investissement de la part des équipes de Logistom Tech, et du coup, voilà, nous mettaient quand même une note plutôt favorable. Donc, c'est vrai que les choses sont extrêmement liées. Voilà. C'est très clair, merci. Merci pour ce partage. Moi, j'ai une dernière question. Du coup, est-ce que vous avez fait des découvertes par rapport à cette première expérimentation? Alors moi, oui, j'en ai fait une importante. Voilà, en découvrant ce que c'est que l'expérience client, je me suis rendu compte que bien souvent, on faisait l'amalgame au travers des lectures ou des informations que je pouvais avoir sur l'expérience client. On faisait l'amalgame entre la relation client et l'expérience client. C'est-à-dire que bien souvent, quand on parle expérience client, quand on lit des choses sur l'expérience client, on va parler de la relation client, on va parler de la digitalisation de l'expérience client, on va parler de l'omnicanalité, de ces choses-là. Bon, eh bien moi, j'ai dirigé pendant de nombreuses années un centre de relations clients, et en m'occupant maintenant de l'expérience client, je me rends compte qu'on a
plein d'autres domaines et que le périmètre est beaucoup plus vaste que simplement le centre de relations clients, le centre de contact. C'est sûr que c'est important, c'est le point d'entrée, ça peut être aussi un autre point quand il y a une réclamation. Dans notre cas, chez nous, c'est plutôt le point d'entrée, mais l'expérience client chez Logistom Tech, elle touche, comme dans toutes les entreprises, elle touche tous les domaines. Et en travaillant d'ailleurs les engagements avec tous nos collègues du COMEX, on s'est rendu compte que dans chacun des métiers, il pouvait y avoir des interactions avec nos clients, que ce soit nos clients bailleurs, locataires, nos clients internes ou autres, et que du coup, les parcours clients et les interactions sont multiples. Et l'expérience client, elle touche tout ça. Pour donner quelques exemples concrets, l'expérience client, ça va peut-être être le devis que l'on va envoyer, la facture, le courrier de relance, le courrier pour la visite d'entretien, ça va être le dossier d'appel d'offres, voilà, ça va être plein d'interactions comme ça sur lesquelles il est important aussi de se pencher et de regarder un peu comment ça se passe pour faire en sorte qu'il y ait l'expérience la plus qualitative possible. Donc voilà, moi, c'est ça ce que j'ai découvert, c'est que l'expérience client, c'était bien plus, et voilà, bien plus que simplement la relation client. Et puis, le deuxième point que j'ai découvert, c'était qu'il était nécessaire, quand on prend ce type de responsabilité, de changer sa posture. Moi, j'ai pendant de nombreuses années été une directrice opérationnelle qui dirigeait des équipes opérationnelles. Et là, aujourd'hui, je suis plus hiérarchique, je suis en transverse, je dois aller voir tout le monde et convaincre en expliquant. Mais donc ça m'oblige à avoir une posture complètement différente et d'aller plutôt dans la conviction que dans la posture d'une directrice opérationnelle. Ça, c'était quelque chose que j'ai découvert aussi. Je rejoins tout à fait Elisabeth. Effectivement, il y a vraiment nécessité, quand on rentre dans ce type de démarche, de changer de posture. C'est flagrant, on est beaucoup moins dans l'opérationnel. Donc, c'est un changement de culture, en fait, en quelque sorte, et qui nécessite de se mettre en ordre de marche, en fait, et pour emmener tout le monde à participer au projet. Donc, on est vraiment sur un mode projet. Il ne s'agit plus de mettre en place des choses chacun de notre côté. C'est vraiment un travail collaboratif. Autre chose que j'ai abordé précédemment, effectivement, et que j'ai pu découvrir, c'est que au niveau du retour des enquêtes, les attentes de nos collaborateurs ne sont pas forcément celles qu'on aurait pu identifier, nous, de notre côté. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a surprise, qui m'a tellement surprise que je le répète à nouveau. J'en reviens toujours pas. Voilà. On a aussi pu mettre aussi en évidence un bon nombre de collaborateurs qui sont en retrait, qui ne savent pas trop où se situer. Globalement, ils sont satisfaits, mais voilà, il y a de bonnes bases, mais il y a aussi des axes de progrès, des améliorations, des actions à engager dans ce sens. Donc voilà, ça c'était important de se dire, notre boulot maintenant, ça va être d'emmener tout ce petit monde-là dans une expérience collaborateur unique. Voilà. Merci. Super. Alors, vous nous avez donné des pistes sur les facteurs clés de succès. Quand on vous écoute, on entend des mots, méthode, accompagnement, formation, collaboration, etc. Si je pouvais vous poser une question pour que vous puissiez résumer quels seraient les facteurs clés de succès et faire que ça marche. C'est quoi votre conseil pour les personnes qui nous écoutent? Alors, moi, je dirais qu'on a forcément besoin de l'engagement de la direction générale. Nous, on a eu la chance de l'avoir puisque ces deux disciplines sont maintenant officiellement des piliers de la politique générale d'entreprise. Je pense que ça, c'est complètement indispensable parce que si je parle de ma discipline à moi, l'expérience client, ça va demander aux gens dans leur quotidien d'intégrer de nouvelles façons de travailler, etc. Donc, il faut évidemment que ce soit porté par la direction générale. N'ayant plus un rôle hiérarchique, si on n'a pas la direction générale qui soutient derrière, ça sera très compliqué d'obtenir des résultats sur la durée. Donc ça, pour moi, c'est vraiment très, très, très indispensable. Pour ma part, venant de la relation client pendant plus de 15 ans, j'ai vraiment eu besoin j'ai vraiment apprécié d'être formée à l'expérience client. Parce que je pense que je ne l'aurais pas du tout appréhendé de la même façon
si j'avais pas eu une formation qui me permettait justement de prendre de la hauteur, d'envisager les choses différemment, voilà, d'avoir une autre vision. J'étais depuis tellement longtemps directrice d'un centre de relations clients que j'avais ma vision directrice de relations clients et c'était quand même pour moi c'est limitatif par rapport à ce qu'est l'expérience client dans un groupe comme ça. Donc j'ai eu besoin quand même de cette formation et voilà, j'ai beaucoup apprécié d'être formée et ça m'a vraiment aidé à prendre de la hauteur et à raisonner différemment et envisager les choses différemment. Donc je pense qu'il faut être formé. Donc voilà, et puis pour que ça marche, je pense qu'il faut aussi apprendre à être patiente. C'était pas ma qualité première. Donc voilà, donc au moins ça. On y travaille, tous les jours un petit peu, puisque c'est vraiment petite pierre par petite pierre qu'on arrive à insuffler cette culture client dans l'entreprise. Là, on est dans la maintenance immobilière, c'est le milieu du bâtiment, donc c'est pas c'est pas la première chose auquel ils vont penser. Donc c'est vraiment petite touche par petite touche, un petit coup de fil, un petit rappel, un petit ceci, un petit cela, tout le temps, en permanence, pour que ça commence à passer dans les cerveaux, voilà. Et c'est pour ça que je disais que quand on est à deux, c'est plus facile, parce que de toute façon, moi je parle de l'expérience client et j'y associe l'expérience collaborateur. Laetitia fait la même chose, donc ça nous aide aussi à faire un peu avancer la machine partout, déployée dans toute l'entreprise. C'est compliqué quand on a des agences comme ça, quand on est centralisé, c'est compliqué d'aller déployer une culture, des méthodes de travail, etc. Donc il faut être patient. Voilà. C'est pas un sujet qui se traite en quelques mois. C'est sur du long terme, mais bon. Vous êtes bien engagée quand même. Laetitia, complémentaire sur… pour compléter, effectivement, et en fait, ça revient à résumer aussi, il y a nécessité d'avoir vraiment ce travail collaboratif aussi, qui est pour moi un point clé de réussite. Être à deux, Elisabeth et moi, pour deux disciplines qui sont nouvelles aussi pour nous, c'est rassurant, donc surtout quand on démarre. Donc ça, c'est important d'être accompagné. Le fait d'avoir aussi une visibilité d'ensemble en fait des deux disciplines, et de parler d'une même voix, du coup, ce qui nous permet de parler d'une même voix, d'avoir du sens, etc. Donc, je pense que c'est un point fort pour nous. Il faut être passionné et convaincu. Bon, ça, il n'y a pas de souci. Elisabeth et moi, on l'est. Donc, mais c'est un point clé aussi de réussite. Et puis, une dernière chose, c'est vrai qu'il faut aussi, doucement, sûrement, il faut cadrer les choses, il faut prioriser, il ne faut pas planifier, il ne faut pas se précipiter. En fait, on n'y va pas tête baissée. Je pense que c'est aussi un élément important, c'est avancer doucement, mais sûrement. Il faut consolider les bases et puis on avance comme ça. Super, donc plein de conseils qui ont été donnés aux auditeurs autour de cette table, autour de cet événement. Est-ce que, pour finir, ça m'ennuie de finir sur une note négative, mais vous allez me tourner ça de manière positive. Est-ce qu'il y a des difficultés, des obstacles sur lesquels vous voudriez alerter vos pairs qui pourraient vouloir mettre en place ce genre de dispositif ? Le changement de posture, pour moi, c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile. C'est quelque chose quand même sur lequel il faut travailler. Donc, je dirais que c'est ça probablement la difficulté important. Pour moi, c'est un peu ça quand même. Ouais, je dirais c'est sortir aussi d'une organisation en silo, en fait. Travailler de manière transverse. Voilà, c'est ça. Donc forcément, c'est sortir de ses habitudes. Et puis, je dirais… pour conclure, il faut voir ça comme un marathon en fait. C'est être tenace, c'est dans la durée, c'est on avance doucement mais sûrement. Super. Bon, écoutez, franchement, merci. Moi, moi qui vous accompagne, je sais que vous êtes dans la bonne voie, que votre bonne humeur, dynamisme, pugnacité fait que vous allez y arriver, ça c'est certain. On les appelle en fait. C'est vraiment les drôles de dames. Si on rajoute Marie, on est une très très belle équipe. Alors,
on va garder quelques minutes pour les questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous poser les questions sur le chat. Je vais les récupérer et les poser à nos guests, à nos invités. Avant même de poser une question, merci à Marie-Dominique Michaud qui nous a fait un témoignage et qui accrédite le fait que de travailler main dans la main avec expérience client et expérience collaborateur, ça marche. Elle nous dit l'avoir mis en place et elle vous souhaite une très belle réussite. Merci. Donc, merci à elle. Alors, deux questions pour l'instant sur le questionnement qui a été mis en place sur les collaborateurs notamment. Tu peux nous en dire un peu plus, Laetitia? Ouais, en fait, on a identifié un certain nombre de thématiques qui ont porté sur la culture interne, la culture d'entreprise, la gouvernance, le management, la rémunération, bien évidemment, et tout ce qui est sur la qualité de vie au travail, le rapport au travail, principalement, et le parcours du collaborateur. Enfin, voilà. C'était essentiellement ces thématiques-là. Alors, dans le droit fil, on te pose la question des moyens qui ont été utilisés. Ça s'est fait comment? Sur quelle forme? Alors, donc en fait, on a utilisé effectivement un outil d'enquête et on a interrogé nos collaborateurs à la fois donc pour le personnel sédentaire via via leur adresse mail professionnels où ils avaient accès effectivement, ils n'avaient qu'à cliquer pour avoir les questions. Donc, ils pouvaient effectivement donc enregistrer aussi les questions et puis revenir ultérieurement s'ils n'avaient pas fini de répondre à l'ensemble de notre questionnaire qui durait quand même une vingtaine de minutes. Un petit 20 minutes. Pour le plus difficile, c'était au niveau de nos techniciens de maintenance multitechnique, puisqu'en fait, eux, ils sont sur le terrain et leur seul outil de travail, c'est leur téléphone. Donc là, effectivement, il y avait un accès via leur téléphone, donc on leur a envoyé le lien. Donc, et c'est vrai qu'on a eu pour une première, un bon taux de participation. Donc, on est vraiment content pour la première. Super. Je ne sais pas si j'ai répondu. Ils vont s'exprimer dans le chat parce que pour l'instant, ils n'ont pas les micros. Mais alors, on a une question de Laurent. J'avoue que je m'excuse, Laurent, mais je la comprends pas bien. Vous dites donc rien sur les interactions avec les clients. Vous voulez prendre la parole? Vous pouvez nous expliquer quelle est la question pour qu'on soit sûr de bien y répondre? Je ne sais pas si vous pouvez prendre la parole, mais donc vous pouvez y aller là. On a déverrouillé les micros. Bon, oui, peut-être sorti de la salle, Laurent. Bon, alors il nous pose la question. Donc rien sur les interactions avec les. Ah, Laurent. Non, juste... Bonjour Laurent. Bonjour. La question est juste dans les interactions, dans les questionnements que vous faites auprès des collaborateurs. Je suis étonné de voir qu'il n'y a rien sur les interactions avec les clients, puisque c'est quand même le sujet. Donc, c'est ça qui m'étonne. Alors, de culture d'entreprise, vous parlez de rémunération, vous parlez de QVT et tout ça, mais vous ne parlez pas des interactions avec le client. Or, si vous faites du miroir, c'est quand même aussi… Alors, on leur a posé la question aussi, effectivement, sur les actions prioritaires à mener, selon eux, dans le groupe. Donc, il y avait 3 questions qui étaient en rapport avec le client, le sens du service, etc. Et c'est vrai que ça a été sur les 5 domaines d'action prioritaire, ça a été le 6e domaine à arriver, en fait. D'accord. Voilà pourquoi je suis là. Voyez, heureusement. Alors, je voulais rajouter juste quelque chose, Laurent. En fait, sous le contrôle de, bien sûr, Laetitia et Elisabeth, mais il y avait besoin d'une V0 aussi pour un thermomètre sur savoir ce que vivaient les collaborateurs vraiment sur une expérience collaborateur pure. Et il est évident que l'enquête miroir, je vois que vous savez de quoi vous parlez, à un moment donné, on mixait les questions, les mêmes questions pour s'assurer que
une interaction, elle est comprise et elle est vécue de la même manière par le client et le collaborateur et voir s'ils sont en phase, ça sera après, ça sera le step d'après. Parce qu'il y avait besoin d'installer les deux disciplines, d'avoir des mesures sur les clients et sur les collaborateurs, et ensuite on va y arriver. Tout à fait. C'était une première quand même. C'était une première pour nous, donc c'est vrai que… Pour la logique. Super, merci. Merci Laurent, merci. Non, mais bien sûr, merci d'avoir posé la question. Alors, une question, François nous pose la question, mesurez-vous le Customer Effort Score, le score d'effort externe, donc du client, et interne collaborateur? D'accord. Alors, non, pas encore. On est pour l'instant principalement sur les deux indicateurs basiques, le CSAT et le NPS. On a pensé on y a pensé, on l'intégrera par la suite. Pour l'instant, on n'a pas mesuré encore le taux d'effort en ce qui concerne du client. C'est vrai que le taux d'effort, on le connaît pas mal pour la partie client, hein, puisque en fait, on voit qu'il y a des liens. La théorie montre qu'il y a des liens entre le niveau d'effort et finalement la satisfaction globale. Alors, on parle surtout de niveau d'effort, c'est accéder à un service client, accéder à un service, voilà, une procédure de gestion. Après, c'est pas un concept que je connaissais sur la partie, en tout cas collaborateur. En tout cas, je l'ai moins vu. Ça pourrait être intéressant d'échanger là-dessus. Alors, on l'a fait directement, Laetitia, nous, on l'a posé la question, tu te souviens, sur les collaborateurs, on l'a fait, c'est-à-dire que c'est très, très important. C'est souvent, et tu as raison, Bertrand, c'est souvent oublié dans les enquêtes collaborateurs, c'est-à-dire quel est l'effort que je dois faire pour faire mon travail, mais au-delà de comprendre aussi ce qu'on attend de moi. C'est-à-dire dans cette entreprise, ma stratégie, donc c'est ce sens-là qu'on va aussi chercher en posant les questions de est-ce que tu sais ce qu'est ton rôle dans l'entreprise? Est-ce que tu sais comment tu dois le faire? Parce qu'il y a comment le faire, mais est-ce que tu sais ce que tu dois faire déjà? Voilà. Et donc on l'a posé dans l'enquête. Et a priori, on avait une vraie connaissance de ce que je dois faire. Après, il y a bien sûr des axes de travail qui ont vu le jour, mais sur les collaborateurs, c'était quand même assez clair. Alors, on a une autre question de François qui nous dit: que faites-vous du Net Promoter Score? Ce qu'on en fait, pour l'instant, on a donc expliqué déjà. On a expliqué à tout le monde ce que c'était. Et puis, donc c'est un indicateur qu'on utilise par contre là sur les deux disciplines, et sur l'expérience client et sur l'expérience collaborateur. Et donc pour l'instant, en ce qui concerne l'expérience client, c'est un indicateur qui est diffusé sur on donne l'indicateur global de toute l'entreprise, Logista Home Tech, à tout le monde. Et là, je suis en train de leur expliquer à chaque agence leur propre taux de NPS. Et donc, on va pouvoir, maintenant, on commence à afficher officiellement les taux de NPS par agence. Dès lors que je suis passée, dès lors que je leur ai expliqué, le taux est affiché et ils peuvent donc le comparer, s'ils le souhaitent, à celui du groupe complet. Un peu comme si c'était une moyenne de classe, quoi. Comment je me situe par rapport à mon groupe. Voilà, c'est vrai qu'il y a… Merci Elisabeth. Il y a souvent, nous, on constate souvent qu'il y a un enjeu d'explication. Oui, c'est nécessaire. Pourquoi ce score? Pourquoi pas un autre? Et comment il est calculé? Alors, le promoteur moins détracteur, c'est pas si facile que ça à expliquer. Et après, il peut y avoir aussi des réflexions sur finalement la terminologie. Est-ce que le mot NPS est bien adapté à l'organisation? Il y a des organisations, là, on échange avec une grande banque française qui l'appelle autrement, indice de recommandation client. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut aider, le fait de challenger un peu le terme peut aider peut-être souvent à mieux communiquer. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne l'affiche maintenant de façon individuelle, par agence, qu'une fois que je suis passée, leur expliquer ce que c'était et leur donner des informations et leur montrer le taux global. Une fois qu'ils ont compris, en général, spontanément, me disent et pour mon agence, tu sais me donner pour mon agence? Donc oui, je sais te donner. Et là, une fois que c'est clair, on l'affiche et comme ça, ils peuvent comparer leur agence par rapport
Je le fais vraiment progressivement parce qu'il faut que j'aille voir la personne et c'est au fur et à mesure où j'ai vu l'agence et le responsable et que j'ai expliqué que je le mets en place. L'enjeu dans la... Pardon Françoise, excuse-moi. Non, moi je ne vais pas parler. L'enjeu, en fait, du coup, vous parliez de... Finalement, vous êtes au début de l'aventure. Et c'est vrai qu'il y a encore plein d'étapes et finalement, l'aventure se finit jamais. Et on voit les programmes qui sont pérennes sont ceux qui arrivent justement à montrer des liens entre les indicateurs clés de satisfaction et le NPS on est souvent le représentant le plus important avec les indicateurs de business et en miroir avec les indicateurs de collaborateurs qui peuvent être le taux de turnover, le bien-être en entreprise, etc. Et ça, c'est vrai que c'est souvent un enjeu qui est pas facile, qui est hyper dur, de montrer des liens entre les deux. C'est souvent c'est hyper spécifique à l'activité et il y a des réflexions à avoir, mais en tout cas l'enjeu, voilà, dans la durée, si on peut montrer à toute l'organisation que justement quand on améliore les scores NPS, collab et client, il y a un impact sur le business quel qu'il soit. Là, on a gagné et là c'est vraiment la politique qui peut s'inscrire sur plusieurs années sans plus de réticence qu'on peut avoir au départ quand on monte un projet comme ça. Alors moi, je voudrais juste rajouter quand même, parce que pour avoir fait un retour du résultat des enquêtes au niveau de nos instances représentatives du personnel et au niveau du NPS, c'est vrai de la façon dont il est calculé, ils étaient tous sidérés parce qu'ils ont compris qu'effectivement, ceux qui avaient mis une note entre 7 et 8, pour eux, c'était super bien. Ouais, c'est le problème, en fait, c'est un indicateur américain. Et on sait qu'il y a des différences culturelles de notation. Voilà. Pas que entre les Français et les Américains, mais en fait, chaque peuple a sa propre échelle. Et c'est vrai que souvent, pour un Français, noter 7-8, c'est plutôt une bonne note. Voilà, et du coup, voilà, et du coup, de se dire, on considère les promoteurs uniquement ceux qui ont répondu 9-10 à la question de la recommandation, c'est pas forcément naturel. Ouais. Du coup, ça demande une explication. Alors, après, voilà, il peut y avoir des façons de contourner un petit peu ça, et surtout, après, l'enjeu, c'est quand même de se dire que c'est un indicateur qui est quand même relativement répandu, et du coup, qui permet, le moment venu, de se comparer aussi avec les concurrents. Donc, il a cet avantage, il a aussi pas mal d'inconvénients, mais... Ouais. Alors, je voudrais juste préciser deux petites choses. Il faut reconnaître aussi l'intelligence de nos collaborateurs au-delà du culturel. Il faut redonner l'intelligence à nos collaborateurs, à nos clients, parce que la plupart du temps, si vous lisez, et c'est notre rôle à chacun d'entre nous, les commentaires qui sont faits dans les 7 et 8, on comprend pourquoi ils n'ont pas recommandé. Et je pense que les collaborateurs et les clients comprennent vraiment ce que ça veut dire recommander. C'est un engagement extrêmement fort en tant que client ou de collaborateur. Et donc, la lecture des verbatims nous permet d'avoir cette finesse. C'est pour ça que c'est super important du coup de bien penser à avoir des commentaires ouverts à la fois sur la partie client et sur la partie avec une formulation qui pourrait être qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que vous puissiez nous donner une meilleure note la prochaine fois, ou qu'est-ce qui explique votre note. C'est super important de pouvoir avoir ça pour bien comprendre les motivations qui ont amené les clients et les collaborateurs à mettre cette note-là, et essentiel pour les plans d'action que vous allez pouvoir mener. Tout à fait. Alors, on est arrivé au bout, on a même dépassé d'1 minute. Il y avait des questions complémentaires, notamment sur la symétrie des attentions, sur est-ce que le NPS était utilisé sur la croissance. Bertrand y a répondu sur la partie croissance. Oui, faire des dashboards et travailler avec les indicateurs de l'entreprise, oui, ça va être fait. Laetitia et Elisabeth sont déjà en train d'y penser avec la création de dashboard expérience client pour répondre très très vite. Sur la symétrie des attentions, on n'est pas tout à fait dans ce domaine. Nous, on est vraiment dans donner du sens, symétrie des attentions, de ce que j'en sais. C'est vraiment faire pareil pour les collaborateurs et pour les clients. Mais nous, on n'est pas encore là. C'est-à-dire que c'est vraiment donner les moyens aux collaborateurs d'être performants, heureux, avoir du sens dans l'action et s'engager durablement comme les clients dans l'entreprise. Mais on n'a pas le temps de débattre. Je vais
il y a une dernière question, très très vite, par expérience client, n'atteint pas ses objectifs ou l'intérêt des collaborateurs dans mon entreprise actuelle, car l'effort des collaborateurs pour travailler sur l'expérience client s'ajoute à leur charge de travail actuelle, plutôt qu'intégrer dans leur plan de charge au même titre. Oui, bon, ben, je comprends. Donc, si je peux me permettre, moi, d'y répondre rapidement, c'est qu'en fait, l'expérience client, elle ne doit pas venir en surcharge. Et c'est le cas dans votre organisation, a priori. Donc, il y a plusieurs objectifs. Il y a déjà s'assurer que l'expérience client, elle est au service du business. Elisabeth vous l'a dit, on est vraiment ancré dans la stratégie business et l'expérience client vient au service d'eux et non pas en plus. Et puis, elle se met en place de manière progressive, tout doucement, mais pour autant, elle doit se mettre en place comme dans le même sens que la déclinaison des objectifs business, il doit y avoir des objectifs expérience client. Donc, c'est toute une mécanique d'appropriation de l'expérience client et de déclinaison dans l'entreprise progressive, mais au travers d'objectifs pour que les collaborateurs, ils vivent pas ça comme un plus, parce que sinon, ça ne rentrera jamais. C'est un tout. Il y a un vrai enjeu là-dessus de partage facile et surtout d'identification des priorités. Si vous lancez un projet comme ça en se disant ok, on va s'attaquer à tous les irritants clients collaborateurs, d'un seul coup, c'est impossible. Ça va faire peur à tout le monde et en effet, ça va se rajouter à au plan de charge de tout le monde. Donc il y a un enjeu, comment est-ce qu'avec les data, on peut identifier les actions qui vont avoir le plus d'impact et y aller progressivement avec une boucle à chaque fois de rétroactive en se disant voilà, on a mis en place cette action, est-ce qu'on a des résultats, et puis passer à l'action suivante. Donc c'est hyper itératif. Alors, il me reste, je suis désolée, on a dérapé un peu, c'est parce que le sujet est passionnant avec des personnes passionnées. Donc, on reste, alors, l'événement va être enregistré, vous allez pouvoir le rejouer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en poser. Moi, il me reste à remercier infiniment Bertrand, Laetitia, Elisabeth. Merci pour la collaboration avec Bertrand, votre témoignage. On se voit très vite. Merci à tous ceux qui ont écouté l'événement et puis je vous souhaite le meilleur en termes d'expérience client et en termes d'expérience collaborateur. À très bientôt. Merci Françoise. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.